Côté des trophées, je l'ai mentionné en début d'émission, on veut faire nos trophées de mi-saison. Puis on s'en parlait un peu avant d'entrer en ondes. C'est rare qu'il y a autant, que ça fait autant l'unanimité déjà à la mi-saison. Il y a plusieurs trophées pour lesquels on est tous d'accord. Je vais vous laisser chacun parler pour un de ces trophées-là. Je commence avec toi, Julien, entraîneur de l'année, donc Jack Adams. Nous avons tous choisi Spencer Carberry des Capitals de Washington. Ouais, puis tu sais, c'est pas parce que moi j'avais prédit que Washington était quand même pour être troisième dans la division. Donc, tu sais, je m'attendais quand même à des beaux résultats, pas autant que ça, mais ça reste que cet entraîneur-là, tu sais, même Pierre-Luc Dubois l'avait dit en entrevue à RDS pendant le match, que tu sais, c'est un humain exceptionnel, puis ça fait une grosse différence. Tu sais, c'est ça qu'il avait dit, que tu sais, vraiment le coach y est pour quelque chose. C'est un player's coach, puis c'est un gars intelligent, puis c'est un jeune coach qui est jeune un peu, il me fait penser un peu à Martin Saint-Louis, probablement qu'il a un style un peu dans le même genre, mais écoute, les joueurs ont tellement acheté le système de jeu, là, ça le joue là, de manière là, cartésienne, là, c'est incroyable. Donc, clairement, il y a un leadership hyper positif, ce coach-là, parce que dans le fond, c'est pas compliqué, tous les systèmes sont bons. C'est de bien le vendre, de faire en sorte que tout le monde adhère à ça. Évidemment, il y a des vétérans aussi qui jouent un rôle là-dedans, mais il faut quand même donner crédit à ce coach-là que moi, il n'y avait pas beaucoup d'experts dans le spectre de la Ligue nationale qui avaient pensé que Washington serait aussi dominant cette année. Ouais, effectivement, puis on ne le met pas dans nos trophées de mi-saison, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi que Chris Patrick, le directeur général des Capitals, est aussi le directeur général de Ouais. l'année. Là, on s'entend Ouais. Ah oui, il est Absolument. incroyable. Absolument. Ouais. Ouais, donc un beau duo pour les Caps, puis tant mieux pour eux si on peut s'éviter une reconstruction à la dure une fois que Ovechkin ne sera plus là. On voit déjà que c'est plus lui qui tire l'équipe. On a déjà relancé la formation. Il y a des bons espoirs aussi qui s'en viennent au sein de l'organisation, dont le frère de Lane, Cole Hudson aussi. Donc, Ryan Leonard aussi qui a ouais, eu un incroyable tournoi. Donc, ouais, puis je tiens à mentionner aussi Aiden Frank qui connaît un des débuts sensationnels dans la Ligue nationale. 2 buts, une passe en 2 matchs. C'est incroyable. Et il produisait dans la Ligue américaine, était souvent invité au match des étoiles, puis tant mieux pour lui, ça fonctionne une fois vraiment. rendu dans la tout Ligue. marche. La réponse contre le Canadien était incroyable. Ouais. Deuxième trophée, la recrue de l'année, donc le Calder. Andrew, tu as les honneurs de parler du joueur du Canadien, Len Hutton. Évidemment, en début d'émission, en plus, je l'ai dit, j'espère que ça va être Lane, mais écoutez, c'est juste incroyable qu'est-ce qu'il fait. On en a parlé un peu plus tôt, mais écoute, c'est un défenseur, c'est le meilleur pointeur chez les recrues en ce moment. Il est devant Macklin Celebrini. Ça va se jouer entre Celebrini ou Hudson, puis même que je pourrais dire que Michkov n'est même plus dans l'équation avec ce que Lane fait présentement, parce que c'est juste sensationnel. Il a stabilisé au début de la saison, on s'en souvient, il jouait sur la deuxième unité de l'avantage numérique, puis on dirait que toute l'offensive passait autour de lui. Après ça, on l'a fait pivoter sur le premier avantage numérique, la première unité. Et ça l'a changé complètement la donne. On marque des buts à la profusion. C'est le passeur prédestiné à les tirs de Patrick Laine. Donc, Hudson a vraiment changé beaucoup de choses chez le Canadien. Puis, il a tellement un poids. Je le sens quand même très. En fait, c'est relatif parce que Macklin Celebrini aussi était important pour San Jose, mais qu'est-ce que Lane Hutton apporte aux Canadiens? On dirait que c'est beaucoup plus de choses en termes collectifs et en termes de qu'est-ce qu'il apporte. Donc, pour ces raisons-là, je pense qu'il va gagner le Calder. C'est sûr qu'il reste encore un 40 matchs à jouer, mais jusqu'à présent, c'est Lane qui gagne le Calder. Ouais, puis moi, de mon côté, au quart de saison, j'avais nommé Macklin Celebrini pour mon Calder. Et justement, dans les 15 derniers matchs, Hudson a pris une longueur d'avance, mais c'est encore très jouable. Évidemment, Celebrini a manqué des matchs aussi cette année, donc ça a un impact. C'est ça l'affaire, ouais. Mais ça sera à suivre. Et c'est sûr, il y a toujours l'étiquette du joueur repêché numéro 1 qui l'avantage un tout petit peu aussi. Là. Donc, j'ai bien hâte de voir quels seront les résultats pour ce trophée. Troisième de nos 5 trophées, le Vézina. J'ai gardé les gardiens pour Hugo. Connor Hellebuyck est notre choix au 4. Ouais, Connor Hellebuyck, je veux dire, en ce moment, connaît probablement la meilleure saison de sa carrière. A le même nombre de blanchissages que de défaites cette année. Ça vous donne une idée. Écoute, c'est la raison pourquoi les Jets ont autant de succès. 9,29 de pourcentage d'arrêt, 1,99 de moyenne de but alloué, une fiche de 27, 6 et 2. Est-ce que j'ai besoin de dire grand-chose de plus? Je veux dire, Connor Hellebuyck, en ce moment, on sait qu'il a toujours été un bon gardien de saison. Ça va être de voir
s'il est capable de reproduire ses exploits en série, mon cher. Je te relance tout de suite, Hugo, pour le trophée Norris. Donc là, on a une égalité 2-2 dans le cas de ce trophée-là. Hugo et Julien, vous avez le même choix. Je vais laisser Hugo comme porte-parole pour Zach Werenski. On en a parlé un petit peu plus tôt avec les Blue Jackets. Donc, ton trophée Norris pour cette année. Oui, Zach Werenski, écoute, c'est ça, je l'ai dit un peu plus tôt à l'émission, connaît la meilleure saison de sa carrière, 50 points en 44 parties et plus 9. Ça fait du bien quand Werenski n'est pas blessé. Je pense que c'est ça que les Blue Jackets avaient besoin. C'est le défenseur clé présentement à la ligne bleue et c'est tout un leader. L'ajout de Sean Monahan a fait du bien naturellement aux Blue Jackets, mais en ce moment, lui et Fabro connaissent une excellente saison et Zach Werenski vaut son 9.5 présentement. S'il est capable de rester en santé, c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue. C'est aussi simple que ça. Ce qui est intéressant, là, Zach Werenski, s'il il garde ce rythme-là jusqu'à la fin de l'année, il va connaître la meilleure saison pour un joueur attaquant ou défenseur de l'histoire des Blue Jackets en termes de points. Ça, c'est fou, ça. C'est incroyable. Hallucinant. Oui. Andrew, de ton côté, tu as choisi comme moi Kel McCarr, qui était le choix majoritaire du premier quart de saison. Effectivement, écoute, c'est le général. Écoute, le début de saison, il y avait quasiment 2 points par match qui était dans les meilleurs pointeurs de la ligue. C'est tellement exceptionnel qu'est-ce qu'il fait avec une rondelle. C'est la nouvelle génération de défenseurs est partie autour de lui. Il est juste hallucinant à voir jouer. Il joue dans l'Ouest. On n'a pas la chance pour tout le monde de le voir jouer à tous les soirs. Mais c'est quand on a la chance de le voir jouer, c'est là qu'on voit à quel point ce joueur-là est juste incroyable. Il est en égalité justement avec Werenski avec 50 points pour les meilleurs pointeurs chez les défenseurs. Il y a juste un match de plus de jouer que Werenski. Mais c'est juste de voir si Werenski va être capable de garder la cadence d'ici la fin de la saison, parce qu'on le sait, le trophée Norris, c'est un petit peu un cliché, mais c'est un trophée qu'on remet au meilleur pointeur chez les défenseurs et non pour l'ensemble de ce qu'un défenseur est capable de faire. Fait que c'est sûr que ça va dépendre vraiment de comment est-ce que se comporte Werenski, parce qu'on le sait, il a tendance à se blesser. Dans les dernières années, il a manqué beaucoup de hockey, donc jusqu'à présent, ça se tient bien. Il a joué tous les matchs de son équipe cette année, mais s'il est capable de garder le fort d'ici la fin de la saison, ça va être une lutte corsée, mais McCarr est constant soir après soir. Donc, moi, je pense que McCarr va même finir devant Werenski d'ici la fin de la saison. On complète avec le trophée Hart, encore une fois, une égalité 2-2. Et encore une fois, moi et Andrew, on a le même choix. Et Hugo et Julien, vous avez le même choix. Donc, Julien, Nathan McKinnon, un autre joueur de l'Avalanche du Colorado. Ouais, puis écoute, bon, ce gars-là, tu sais, il fait avec, il a eu énormément de blessures au début de l'année, il faisait un peu avec n'importe quoi, puis il réussit à faire produire tout le monde autour de lui, 55 passes en 45 matchs et 15 buts, plus 16. C'est l'attaquant qui a le plus de temps de jeu aussi, à 23-12, et puis quand même pas mal plus que le deuxième étant son coéquipier Rantanen. Puis aussi, un autre fait juste pour démontrer comment il est tout le temps partout, de toutes les situations. C'est lui qui a le plus de tirs bloqués, puis comme par quand même pas mal chez tous les attaquants de la Ligue qui ont justement au moins un point par match. Donc, ce gars-là, c'est une machine, tu sais. Il n'y a pas McDavid avec lui, tu sais. Bon, vous allez me dire, il y a Rantanen, mais Rantanen, là, pendant un bon bout, justement, il était sa deuxième ligne parce que là, il essayait d'étirer à la sauce parce qu'il y avait pas mal d'eau dans la sauce, là. On avait Drouin qui était pas là. On avait, bon, qu'on sait que, bon, il y a des petits problèmes. Landeskog, on sait, ça fait longtemps qu'il est blessé. Là, à un moment donné, t'avais Colton. Écoute, c'était vraiment, il faisait avec rien. Puis il a réussi à tenir cette équipe-là à flot, même quand les gardiens allaient super mal. Donc, non, écoute, pour moi, il n'y a aucun doute que c'est lui. Au-delà des statistiques, mais les statistiques aussi sont quand même pas mal de son côté. Mais évidemment, tu sais, bon, tu as Draisaitl qui a des plus, il y a plus de buts, mais ça reste que moi, McKinnon, l'impact qu'il a par rapport à qui il y a autour de lui, là, c'est un non négociable. Mais on a un autre choix pour moi et Andrew, mais simplement mentionner, je suis passé très très près d'y aller avec McKinnon parce qu'évidemment, c'est le choix, je trouve, le plus logique en ce moment. Mais je garde mon choix, moi, du quart de saison, qui était Kirill Kaprizov. Ce qui joue en sa défaveur, c'est qu'il a manqué énormément de matchs depuis la fin décembre. Mais le Wild du Minnesota, si Kirill Kaprizov n'était pas là, on ne serait pas aussi haut au classement cette année. Personne n'attendait le Wild parmi les bonnes équipes de l'Ouest et il maintient justement un rendement incroyable pour garder cette équipe-là aussi haut. Par contre,
ce qui joue peut-être dans sa défaveur, c'est que présentement, le Wild va bien, même s'il n'est pas là. On maintient quand même le rythme, mais je pense quand même qu'il faut souligner à quel point Kaprizov est important pour cette équipe-là. Et c'est pourquoi je le garde comme choix pour l'instant, mais sans doute avec la blessure qui risque de se prolonger, probablement que mon choix va tendre vers McKinnon plus l'année avancera.